Mimi. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu capsule. En fait je ferai certainement d'autres vidéos qui vont avec celle-ci sur mon activité de salon de thé, puisque j'ai ouvert un salon de thé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc je voulais faire un retour pour les personnes qui sont intéressées pour ouvrir un salon de thé ou un petit business équivalent. Vous décrire un petit peu mon parcours, ce qui a fonctionné pour moi, comment je m'y suis prise, vous faire un peu un compte rendu de ce que j'ai fait pour vous aider si vous aussi vous êtes dans l'optique d'ouvrir ce genre de business et que vous cherchez un peu, vous tâtonnez, vous savez pas trop comment faire. Alors tout de suite c'est parti, on va commencer avec une petite introduction de moi, où est-ce que j'en étais dans ma vie, pourquoi je me suis décidée de me lancer à ce moment-là. À savoir que j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec la restauration. Donc j'ai fait des études de tourisme, donc j'ai quand même travaillé en hôtellerie pendant quelques années. C'est souvent un monde qui est assez lié en fait, l'hôtellerie et la restauration, mais ce sont quand même des métiers assez différents. J'ai travaillé 3 ans dans le tourisme et ensuite j'ai un peu été à droite à gauche. En fait, j'ai fait plein de métiers assez différents, mais jamais rien en rapport avec la restauration. Je suis partie en tour du monde en 2023-2024, donc pendant presque 1 an. On a beaucoup voyagé en Asie, donc du Sud-Est, notamment au Vietnam où ils ont une forte culture des salons de thé. Et c'est vrai que c'est là-bas, en fréquentant des salons de thé, que ça a un petit peu réveillé ce rêve que j'avais en moi depuis l'adolescence d'ouvrir mon propre salon de thé / bar. J'étais pas trop au fait de ce que je voulais, mais je savais que je voulais un petit lieu comme ça qui me ressemble. Et donc quand je suis revenue en France, je me suis dit pourquoi pas me lancer, puisque là je reviens, j'ai pas de boulot, j'ai rien, c'est un peu le moment aussi de me lancer. Savoir aussi qu'on est originaire de la région parisienne et qu'on ne souhaitait pas revenir en région parisienne, on voulait changer de région. Donc c'était vraiment l'opportunité de redémarrer à zéro. Quand on est rentré avec mon copain, on a travaillé 4 mois dans un camping et on était au service donc snacking. Moi j'étais en cuisine, donc j'ai fait beaucoup de fast-food. Et ça m'a déjà un peu donné la main déjà pour le rush, en fait, on va dire en heure de pointe quand il faut envoyer des plats. Aussi avoir quelques notions d'hygiène, je reviendrai sur le sujet après. Et voir un peu en fait aussi le service au bar. Enfin voilà, c'était une petite expérience qui a duré 4 mois. Mais c'était déjà dans l'optique d'ouvrir ensuite mon salon de thé et me dire voilà, mettre un premier petit pied dans le monde de la restauration. Nous on voulait s'installer en Bretagne et donc on faisait un peu les allers-retours entre la Normandie et la Bretagne sur nos jours de repos pour voir si déjà où est-ce qu'on voulait s'installer. Donc c'était vers la région de Rennes, voir où est-ce que je pourrais ouvrir potentiellement mon salon de thé, puisque moi j'avais un budget assez restreint. J'avais on va dire quelques milliers d'euros à investir, mais pas beaucoup plus. Donc pour moi c'était un peu évident que déjà j'allais pas ouvrir un gros truc avec un pas de porte ou un fonds de commerce excessif à racheter. Donc l'idée c'était de trouver un local qui n'ait ni de pas de porte ni fonds de commerce, voilà, qui sera vraiment vierge et dont je n'aurai que le loyer à payer. Entre temps, ma sœur est venue se mettre dans le projet. Donc on a ouvert ce salon de thé à 2. Je suis donc en co-gérance dans ce salon de thé et donc j'ai fini par trouver le local où on est actuellement, donc qui était un petit local de 25 mètres carrés avec une petite cour qui est juste derrière moi, qui fait environ 15 mètres carrés et une cave. Donc c'est vraiment tout petit, puisque en fait dans 25 mètres carrés il a fallu caser l'espace cuisine et aussi l'espace restauration où les gens peuvent s'installer. Donc c'était quand même un gros défi par rapport à ça. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard pour le choix du local. Et donc voilà, une fois qu'on a trouvé le local, c'est là qu'on a pu un peu lancer le projet. Donc je vais vous dire un peu les étapes, tout ce qu'il a fallu faire administrativement parlant. Ce qui n'était pas une mince affaire et combien de temps ça a pris pour mettre tout ça en place. En premier lieu, si vous voulez donc ouvrir un salon de thé, bien entendu il va falloir faire un petit business plan, de savoir un peu vers quoi vous voulez aller. C'est vrai que moi j'avais donc opté pour une petite ville où il n'y avait pas de salon de thé.
Donc en fait, j'avais un peu la liberté d'ouvrir ce que je voulais, puisque quel que soit en gros le salon de thé, ça allait être unique dans la ville. Et c'est vrai que si vous allez ouvrir dans une ville un peu plus grande, vous avez déjà d'autres salons de thé, ce sera peut-être mieux de chercher quelque chose qui va démarquer votre salon de thé par rapport aux autres. Donc, par exemple, vous pouvez très bien, si vous êtes vegan ou sensible au véganisme, ouvrir un salon de thé vegan. Vous pouvez aussi choisir d'ouvrir un salon de thé un peu sur une thématique. Par exemple un truc très british où vous allez faire une décoration de la petite cuillère à la tasse en passant par les fauteuils. Voilà, trouvez un peu ce qui va vous démarquer par rapport aux autres salons de thé si jamais vous ouvrez dans une ville où il y a déjà d'autres salons de thé. Bien entendu, il va falloir aussi faire une étude de marché. Si vous ouvrez dans une ville où il y a déjà des salons de thé, voir si c'est pertinent d'ouvrir un nouveau salon de thé. Et si vous ouvrez dans une ville où il n'y a pas de salon de thé, aussi un peu réfléchir pourquoi il n'y a pas de salon de thé. Est-ce que c'est vraiment un marché à prendre ou est-ce que c'est parce que tout simplement il n'y a pas la clientèle. Mon étude de marché, je l'ai fait moi-même, donc j'ai pas fait un truc ultra poussé, mais j'ai un peu regardé. Donc c'est une petite ville qui se situe entre Rennes et Saint-Malo, qui est quand même un peu touristique puisqu'il y a un château. J'ai regardé le nombre d'habitants, l'âge, s'il y avait un collège, un lycée, pour potentiellement aussi toucher une clientèle un peu plus jeune puisqu'on pensait aussi servir du bubble tea par exemple. Tout ça c'est important aussi de faire un peu en fait vos recherches, voir si vous allez avoir la clientèle pour votre salon de thé. Une fois que vous avez décidé donc d'ouvrir votre salon de thé parce que ça vous paraît pertinent d'ouvrir à cet endroit-là, il va falloir bien sûr trouver un local. Alors le local, ça va être quelque chose vraiment de fondamental. Déjà qu'il soit bien placé bien sûr dans la ville, soit en centre-ville. C'est ce qui me paraît le plus pertinent, mais sinon peut-être que dans certaines villes, ça va être intéressant d'être en extérieur parce qu'il va y avoir un pôle attractif ou quelque chose à côté de votre salon de thé. Mais en tout cas, c'est sûr que la localisation, ça fait au moins 50% de votre réussite. Si vous avez un super concept mais qu'il est à l'autre bout de la ville et que personne ne sait que vous existez, ça fonctionnera pas. Moi j'ai un local qui se situe au centre-ville et pourtant on a encore au bout d'un an plein de gens qui nous disent mais je passe ici tous les jours et j'ai jamais vu qu'il y avait un salon de thé. Donc voilà, c'est pas parce que vous êtes bien placé que les gens vont forcément vous voir, donc ça aussi la communication c'est très important. Ce qui va être important également dans le local que vous allez choisir, c'est d'être sûr que vous pouvez y faire de la restauration. Bien sûr, quand vous allez signer le bail avec le propriétaire, il va vous dire tout de suite s'il autorise la restauration ou pas. Il y a beaucoup de beaux commerciaux qui spécifient effectivement que la restauration n'est pas autorisée. La plupart du temps, ça va être pour des problèmes de nuisances, que ce soit sonore ou olfactive. Ça, il faut être sûr que vous allez pouvoir cuisiner dans votre local. Et si vous allez faire de la cuisine, il faut être sûr que vous allez pouvoir avoir les aérations nécessaires également. Donc voilà, ça c'est des choses dont il faut bien faire attention avant de signer le bail, parce qu'une fois que votre bail est signé, eh bien vous êtes tenu de payer les loyers jusqu'à la fin du bail, et en règle générale vous allez partir sur un bail 369, donc avec un minimum de 3 ans. Pour le bail, sachez que vous avez la possibilité de demander un bail précaire, donc ça va être un bail que vous allez pouvoir renouveler une fois, et donc là vous pouvez choisir avec le propriétaire la durée, donc vous pouvez signer un bail pour 6 mois, pour 1 an, pour 1 an et demi. C'est vrai que ça peut être intéressant lorsqu'on lance son activité, qu'on a un peu peur, qu'on se dit bon je sais pas si ça va fonctionner, j'aimerais bien ne pas m'engager sur un bail de 3 ans si jamais ça ne fonctionne pas, mais sachez aussi que si ça fonctionne, votre propriétaire n'est pas forcément tenu de vous renouveler le bail. Vous allez devoir changer de local et en fait tout le travail que vous avez avoir fait pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, va être un petit peu perdu ou en tout cas biaisé, puisque vous allez devoir changer de local. S'il n'y a pas de local disponible dans votre ville, peut-être aussi changer de ville. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué et j'avoue qu'au début on a hésité à demander un bail précaire et finalement on a opté pour un bail classique. Si vous avez un petit peu peur, vous pouvez aussi vous faire accompagner par des services juridiques. Après normalement, de toute façon on ne peut pas faire n'importe quoi sur un bail commercial. Il y a des mentions légales qui doivent apparaître, il y a des choses qui a priori, même si elles sont écrites, si elles sont hors loi, en fait ne sont pas comptabilisées. Donc normalement il n'y a pas trop d'erreurs possibles,
mais quand même il y a des choses qui peuvent changer d'un bail à l'autre, et donc être sûr quand vous allez signer votre bail d'avoir bien tout lu et de savoir vraiment à quoi vous avez affaire. On continue dans l'administratif, puisque nous en fait on a créé notre activité de A à Z. En fait, quand on a repris le local, il n'avait pas été occupé depuis plus de 10 ans, donc c'était vraiment un local qui avait été laissé à l'abandon, qui a été refait de fond en comble par le propriétaire. Donc ça, on a vraiment eu de la chance. Quand on est rentré dans le local, il était vraiment en parfait état, super bien isolé, repeint, enfin vraiment tout était très propre. Et comme on avait déjà le projet du salon de thé avant qu'il finisse les travaux, il a pu aussi nous faire quelques petits aménagements. Mais sachez que vous pouvez aussi rentrer dans un local en fait qui est complètement délabré, et à moins de trouver un accord avec le propriétaire, c'est à vous de faire les travaux. Les baux commerciaux sont quand même nettement différents de ceux qui sont privés en fait. Et du coup, le propriétaire n'a pas du tout les mêmes obligations que pour un bail classique, pour un appartement ou une maison. Donc, comme nous devions tout faire de A à Z, il a fallu passer par pas mal de dossiers administratifs, comme je vous disais. Alors, nous, on est dans une ville, comme je vous disais, où il y a un château, et comme on est assez proche du château, déjà pour ce qui est de l'enseigne, on avait un dossier à remplir, puisqu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Donc il a fallu faire une demande auprès des Bâtiments de France. Donc c'était un petit dossier assez simple à remplir, mais il fallait quand même en faire la demande auprès de la mairie, avoir aussi quelqu'un des Bâtiments de France qui s'est déplacé pour venir voir un peu où est-ce que l'enseigne allait être positionnée, quel type d'enseigne on avait choisi, ce qui allait être écrit, enfin voilà. Donc ça aussi, il fallait qu'on sache quand même relativement avant d'ouvrir le salon de thé pour pouvoir faire la demande. Après, vous avez la possibilité aussi de faire une enseigne un peu provisoire, on va dire, avec une banderole. En tout cas, nous, dans notre ville, c'était autorisé. Mais nous, on n'avait pas envie on préférait avoir notre enseigne le plus tôt possible, et on a eu de la chance, on a eu l'enseigne qui a été posée, je crois, dans la semaine où on a ouvert. Ça permet quand même d'avoir un aspect fini, on va dire, quand les premiers clients arrivent. Deuxième sujet administratif, il a fallu faire la demande d'accessibilité, puisque comme on est sur un ERP, un établissement recevant du public, on a beaucoup de conditions à respecter. Après, nous, on est un ERP de moins de 19 personnes, donc c'est vraiment les ERP avec le moins de conditions à remplir, mais il y en a quand même à remplir, notamment l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça aussi, ça a été vraiment un sacré casse-tête pour le coup. C'est vrai que la plupart des gens, en tout cas sur les grosses affaires, vont se faire aider par des maîtres d'œuvre. On avait un budget assez restreint, donc on s'est dit qu'on allait tout faire nous-mêmes, et c'était quand même un dossier assez compliqué à remplir, beaucoup de pages, beaucoup de choses assez techniques sur l'éclairage, sur par exemple le seuil, puisque normalement il doit être accessible à une personne à mobilité réduite, donc vous devez pas avoir de marche. Si vous avez une marche, il faut faire une demande de dérogation. Les toilettes qui doivent être accessibles également aux personnes à mobilité réduite, donc c'est-à-dire qu'une personne en chaise roulante est censée pouvoir faire un tour sur elle-même pour pouvoir se retourner. Donc ça aussi, sur un local de 25 mètres carrés, c'était un peu compliqué pour nous, donc il a fallu qu'on demande une dérogation également. Ça, on va dire que c'est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps, le plus d'énergie, puisque j'avais choisi de ne pas déléguer cette tâche. Et du coup, ça m'a pris quand même quelques mois à monter le dossier, qu'il me soit renvoyé parce qu'il manquait des éléments. Donc ça, c'était vraiment une grosse source de stress, je dois l'avouer. Si vous pouvez vous faire aider, que ce soit par quelqu'un de votre entourage, un ami ou un professionnel que vous allez payer, c'est vrai que c'est mieux. En tout cas, ça va vous enlever vraiment une charge énorme. Après, si vous n'avez pas la possibilité, sachez que c'est faisable. C'est vrai que j'ai beaucoup été aidée par mon conjoint, et je le remercie aujourd'hui, parce que je crois que toute seule, c'est une des étapes qui aurait pu me faire lâcher mon projet. Dernier point sur le côté administratif qui concerne le local, ça va être les normes incendie. Donc pareil, comme on reçoit du public, il y a des normes à respecter. Donc là, pareil, sur un ERP de moins de 19 personnes, c'était assez souple. Donc on avait un petit dossier à remplir, et bien sûr, il fallait faire, entre autres, installer des extincteurs. Donc ça aussi, il a fallu contacter la société qui s'en occupe, avec une maintenance annuelle. Ce ne sont pas des gros frais de tête, ça nous a peut-être coûté 300 € de faire installer les extincteurs. Mais voilà, c'est des choses qui doivent être faites en amont, donc c'est aussi beaucoup de choses à gérer, un planning en fait entre la fin des travaux locaux et avant l'ouverture. Donc
Voilà, pas des choses compliquées en soi, à part le dossier PMR comme je vous disais, mais c'est quand même des choses à gérer et un timing à respecter. Autre partie administrative qui ne concerne pas le local, ça va être en fait vos obligations en termes de formation. Donc quand vous ouvrez un salon de thé, vous devez avoir une formation obligatoire qui est une formation hygiène. Elle dure une semaine, pas très cher, hein, je crois qu'on est dans les 600-700 €, mais c'est obligatoire. Vous allez apprendre en fait le minimum vital, on va dire, pour pas faire n'importe quoi dans votre cuisine. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma sœur, c'était plus sa partie puisque c'était plus elle qui allait cuisiner après. Et puis ça l'intéressait aussi de faire cette formation. Moi j'avoue que j'avais beaucoup à faire avec la partie administrative qui concernait le local. Donc ça, je lui ai délégué, hein, c'est elle qui s'en est occupée. C'est une formation donc elle a passé 100% en ligne. Cette formation à faire impérativement avant d'ouvrir votre salon de thé. Peut-être que si vous avez fait des études de restauration, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, sans diplôme, on était obligé de passer cette formation. Deuxième formation qu'il a fallu passer parce que nous avons une licence 3 qui nous autorise à vendre de l'alcool jusqu'à 17 ou 18 degrés. Et donc, pareil, il fallait passer une formation pour pouvoir vendre de l'alcool. Vous devez quand même être sensibilisé par rapport à ça, puisque vous pouvez vous retrouver par exemple avec des gens en état d'ébriété chez vous et savoir comment gérer tout ça. Oups, petite coupure parce que on a eu des clients et après l'après-midi a été chargé. Donc là on n'a plus la même luminosité et peut-être plus le même cadrage. Désolée. Donc je reprends où j'en étais. Donc je ne sais plus où j'en étais. Il me semble que pour la partie purement administrative, c'était terminé. Donc maintenant, on va passer à la comptable, puisque vous allez certainement avoir besoin d'une comptable, sauf si vous avez vraiment de gros skills ou des connaissances qui font de la comptabilité, vous allez devoir donc prendre un comptable. Ça, c'est une des premières choses que vous devrez faire, notamment parce que ce sera certainement votre comptable qui va créer votre société, à moins que vous vouliez faire les démarches vous-même. C'est vrai qu'on peut les faire soi-même. Après, moi, j'ai pas voulu le faire parce que j'avais déjà tellement eu de préoccupations avec les autres dossiers administratifs que j'ai voulu déléguer ça. Donc, de mémoire, ça m'a coûté environ 1200-1300 € TTC pour faire créer mon entreprise par ma comptable. Donc entre elle, les frais qu'elle prenait et les frais de greffe, d'enregistrement au greffe, c'est un petit billet en plus, mais ça m'a enlevé une épine du pied, sachant que si le dossier n'est pas complet ou est mal fait, en fait votre dossier vous est renvoyé et après vous devez tout recommencer, donc ça peut faire perdre du temps aussi, et il me semble qu'en plus vous devez repayer les frais de greffe. Je ne sais pas si j'ai une erreur ou pas, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Donc moi je voulais pas prendre de risque et j'ai fait faire par ma comptable. Donc la comptable elle va aussi pouvoir un peu vous indiquer en fonction de ce que vous avez prévu si c'est viable. Donc c'est pour ça aussi que vous allez devoir très vite prendre contact avec un ou une comptable pour votre projet. Et notamment si, comme nous, vous allez faire un petit prêt à la banque. Alors nous, c'était vraiment un prêt pas énorme, hein. On a emprunté 10 000 € plus nos investissements personnels. Donc on n'était pas sur de grosses sommes. En règle générale, ça passe à la banque, mais la banque, pour ce prêt, va quand même vous demander une estimation de votre chiffre d'affaires pour la première année. Et donc ça, c'est un comptable qui va pouvoir vous le faire. Donc pareil, si vous allez passer par la banque, il va falloir prendre rendez-vous avec des banquiers assez rapidement, présenter votre projet. Il va vous poser des questions sur votre business plan, hein, ce que vous comptez faire, comment vous comptez y parvenir. Après, comme je vous dis, pour des petites sommes comme ça, en règle générale, ça passe, hein, il n'y a pas de gros soucis. Mais voilà, c'est quand même des questions qui vont vous être posées. Donc on a fait le comptable, on a fait la banque, on a fait l'administratif. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Nous, dans la ville où nous avons ouvert notre salon de thé, la mairie n'a pas du tout de droit de préemption ou quoi que ce soit sur les commerces qui s'ouvrent. Donc on est quand même allé se présenter notre projet, mais ils nous ont dit que voilà, on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais il y a peut-être des mairies qui vont un peu avoir un droit de regard sur les commerces qui s'ouvrent. Donc aussi vérifier peut-être en amont auprès de la mairie s'il n'y a pas, je sais pas, si vous voulez ouvrir un commerce qui y a déjà beaucoup sur la ville, savoir si ils n'essayent pas de limiter ce genre de commerce et du coup savoir si votre projet est bien faisable sur la commune. Et également c'est
à ce moment-là qui pourront vous dire quels dossiers sont à remplir. Par exemple, pour le dossier de l'enseigne, je pense pas que ce soit la même chose dans toutes les villes. Ça, c'est en contactant la mairie que j'ai pu avoir ces informations. Donc je vous conseille aussi très rapidement de contacter la mairie de la ville où vous souhaitez implanter votre activité. Donc je pense qu'on a fait le tour de tous les côtés pas très cool, on va dire, la grosse paperasse pas agréable. On va pouvoir passer sur le côté sympa du fait d'ouvrir un salon thé, parce que c'est vrai que quand on se lance dans les démarches, on a l'impression qu'on a juste un peu à choisir son fournisseur de thé et ses recettes de gâteaux, mais en fait je peux vous dire que ça c'est limite secondaire, alors que c'est ce qui va faire marcher ou pas votre salon de thé au final. Mais voilà, une fois que la grosse partie administrative va être passée, on va enfin pouvoir se détendre et passer à la partie sympa. Je vous conseille bien entendu d'avoir des fournisseurs locaux et au bio ou en tout cas dans une démarche éco-responsable au maximum. Déjà parce que je trouve que c'est mieux, mais aussi c'est peut-être ça qui va vous aider à vous démarquer par rapport à d'autres concurrents. Même si vous êtes dans une ville où il n'y a pas d'autres salons de thé, nous par exemple, il y a des cafés, des bars tabac, ce genre de choses. Là-bas, c'est en Lipton classique quoi, qui va être servi. Donc forcément, nous, on a une vraie plus-value à aller chercher des thés de qualité. Du coup, on les a tous testés, on a vu avec plein de fournisseurs différents. On a dû tester, je pense, une bonne 50aine de thés. Alors c'était plutôt agréable cette partie. Mais voilà, tout ça, la recherche des fournisseurs, en fait, ça va être vraiment une partie très intéressante, mais très importante surtout. Pareil pour notre torréfacteur, plutôt que d'acheter, je sais pas moi, du café Lavazza ou enfin des trucs qu'on retrouve un peu partout et qui sont pas forcément qualitatifs, n'hésitez pas à aller chercher des petits torréfacteurs locaux qui vont avoir souvent en plus une démarche bio ou en tout cas avec des cafés Fairtrade ou autres, qui vont torréfier eux-mêmes leur café dans de bonnes conditions, qui vont éviter de brûler le café, et ça c'est la différence aussi par rapport à d'autres enseignes que vous allez retrouver sur votre commune. Nous, on a énormément de gens qui nous disent que notre café est très bon, et ça, voilà, ça fait la différence, et c'est parce que aussi on a cherché un bon fournisseur, et au final, au kilo, on n'est pas beaucoup plus cher. Donc je vous dis au kilo, mais du coup, quand vous faites un espresso, je pense que c'est 8 grammes de café, donc vraiment au niveau de l'espresso lui-même, on est à quelques centimes de différence. Vraiment, ça se joue à rien du tout et vous avez vraiment une différence de qualité énorme. Pour ce qui va être de l'aménagement, donc une fois que vous aurez fait un petit peu vos plans, que vous saurez comment aménager votre local, n'hésitez pas d'ailleurs à faire vos plans en ligne. Si vous avez accès aux plans du local, les retravailler après peut-être sur ordinateur. C'est ce qu'on a fait avec mon conjoint qui m'a beaucoup aidé sur cette partie-là, parce que 25 mètres carrés, c'était assez compliqué de faire tout rentrer. Donc ça aussi, c'était un sacré défi. Donc voilà, quand vous saurez à peu près comment vous allez aménager votre local, n'hésitez pas pour tout ce qui va être ameublement, pour accorder vraiment un caractère unique au lieu, à aller chiner vos meubles plutôt que les acheter neufs. En plus, vous ferez des économies. En tout cas, nous, on avait vraiment un budget serré. On va dire nos chaises, par exemple, on les a toutes achetées sur Le Bon Coin ou Emmaüs. On les a eues à 10 € la chaise, et ce sont de belles chaises en bois ou en rotin qui ont beaucoup plus de charme que des chaises qu'on aurait achetées 4-5 fois plus cher peut-être en plastique ou en acier, qui font vraiment le côté chaleureux de notre salon de thé. C'est vrai qu'on est énormément complimenté sur notre décoration, on en est très fiers, et aussi voilà, c'est parce qu'on l'a réfléchi, on l'a travaillé, on a été chiné à droite à gauche pour avoir nos tables, pour avoir nos chaises, pour avoir notre décoration, ce qui va être matériel plutôt de type four, frigo, micro-ondes. Je vous conseille d'acheter au maximum du matériel professionnel. Alors nous, au début, on avait un peu peur d'investir, par exemple, notre machine à gaufres, parce que nous, on a choisi de faire des gaufres et non des gâteaux. Voilà, ça, c'est encore un choix personnel. Il fallait forcément acheter un gaufrier. Ça nous faisait un peu peur de mettre énormément d'argent dans le gaufrier. Et puis on ne savait pas combien de gaufres on allait faire par jour. Donc on a acheté un gaufrier qui nous semblait déjà cher à 150, 170 € sur internet. Et en fait, au bout d'un mois, le gaufrier, il était mort. Alors il fonctionnait, il n'y avait pas de souci, mais en fait c'était un gaufrier avec un revêtement plastique. On n'a pas fait attention quand on a acheté.
Et en fait, ce revêtement, à force de chauffer, il a fini par craqueler et il s'en allait et il était carrément dans le gaufre. Là, il n'y avait pas le choix, en fait, il fallait changer le gaufrier. Et on a donc réinvesti dans un vrai gaufrier qu'on a acheté chez Metro, qui nous a coûté peut-être 700 ou 800 euros. Donc voilà, ça c'est le genre de gros investissement que vous allez faire, mais après on n'a plus jamais eu de problème avec le gaufrier. Et si on l'avait acheté dès le début, on se serait économisé 150 euros. Également pour l'aménagement du salon de thé, pour tout ce qui va être en fait module qui va nous servir donc pour notre partie cuisine, puisque c'est une petite cuisine semi-ouverte, ou la partie accueil. Ce sont des modules que nous avons construits nous-mêmes. Donc ça aussi, ça nous a pris un petit peu de temps et un petit peu de matière grise, mais on a très bien réussi toute seule. À savoir que moi, j'avais construit un fourgon aménagé avec mon conjoint l'année d'avant. Donc ça m'avait donné aussi un peu de skills par rapport à ça. N'hésitez pas à vous faire aider si vraiment vous n'y connaissez rien par votre père, un cousin, un tonton, un meilleur ami qui sera certainement très content de vous aider. Et là, ça peut vous faire aussi de grosses économies. Et surtout, si vous avez un petit local, ça va vraiment vous aider à adapter vos modules au mieux par rapport à la surface que vous avez. Et nous, ça nous a vraiment fait gagner donc de l'argent et de l'espace. Enfin, point très important quand on se lance, ça va être par rapport à la question financière, puisque vous avez certainement fait un petit emprunt à la banque ou mis vos propres fonds pour ouvrir votre salon de thé. Mais après, comment vous allez faire pour vivre au cours de l'année ? La plupart du temps, votre salon de thé ne va rien vous rapporter la première année, à moins que vous ayez vraiment un business plan de béton et que vous soyez sûr de dégager un maximum de chiffre d'affaires. Mais je vous déconseille de vous mettre un salaire la première année, tout simplement pour pouvoir faire tourner votre société et éviter d'être tout de suite dans le rouge. Pour ça, je ne saurais trop vous conseiller de vous lancer si vous avez la possibilité d'avoir le chômage ou en tout cas une aide financière. Moi, je n'avais plus le droit au chômage, mais j'avais des droits par rapport à la création d'entreprise, donc c'était quelques centaines d'euros par mois, mais c'est toujours mieux que rien. Et bien sûr, je vis pas seule, je vis avec mon conjoint qui a pu m'aider et me soutenir financièrement, donc ça c'était important. Mais ma sœur, elle, a bénéficié du chômage, donc ça c'était vraiment une grande aide de ce côté, parce que sinon elle aurait dû vivre sans ses économies. Ça aurait été dommage en fait, tout simplement. Le mieux c'est d'avoir au moins 1 an et de pouvoir fonctionner la première année sans avoir à prendre en fait dans votre entreprise, puisque vous aurez besoin de cumuler un petit peu d'argent pour avoir un fonds de roulement. Donc ça, voilà. Essayez au maximum de vous débrouiller de quelque façon que ce soit pour pouvoir avoir une aide financière, que ce soit le RSA, le chômage ou une aide à la création d'entreprise. Je pense avoir fait le tour de ce qui est le plus important à savoir pour se lancer dans son activité. J'ai peut-être oublié des choses, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais il y a des petites questions qui restent en suspens. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que je ferai certainement d'autres vidéos en rapport avec ça, par rapport sur notre quotidien et peut-être aussi les galères. Enfin voilà, j'ai pas encore d'idées précises, mais je ferai d'autres vidéos sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à me suivre et à faire fonctionner la petite cloche pour que la prochaine fois qu'une vidéo sur le sujet sorte, vous soyez avertis. J'espère que vous y voyez plus clair et surtout que ça vous a donné envie de vous lancer. Je vous souhaite bon courage dans le lancement de votre société et vous dis à bientôt. Ciao!